Moi, je l'ai observé parce que aux États-Unis, les deux branches que je citais, donc les fonds éthiques, c'était très intéressant parce que c'était vraiment j'investis dans des entreprises en fonction finalement d'une liste qui est celle un petit peu du flux et du reflux du vice dans les multinationales. C'est-à-dire pas d'alcool, pas de pornographie, pas de jeux, pas de procédés abortifs, Et donc on a comme ça une liste dans laquelle vous avez le droit d'investir ou pas investir. Mais alors là, on ne se pose même pas la question de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je dirais à la caricature, vous pouvez être extrêmement responsable dans la façon dont vous allez traiter vos collaborateurs, mais il suffit que vous produisiez de l'alcool et de toute façon, vous n'êtes pas éligible. Donc c'est ce qu'on appelle les fameux critères d'exclusion. Et on voit bien que la responsabilité sociale, si je pousse à l'extrême, elle peut aussi se faire dans des entreprises qui sont, entre guillemets, sur la liste noire. Et la couche, ce que j'ai dans le discours de Jean-Pascal, c'est qu'il y a bien sûr il y a aussi des révélations écologiques. Si vous voulez, l'écologie peut aussi servir de nouvelle religion dans une entreprise. Quand un chef d'entreprise est en quelque sorte... voilà, il a été touché par la grâce et qu'il pense qu'il faut sauver la planète. Et on est aussi dans une posture donc, de rédemption, de rachat et religieuse, quasi religieuse. Donc ça peut prendre différents visages. Alors, je passe la parole à Godin. Je ne suis pas sûr qu'une conviction forte, ça suffise à définir une religion. Mais bon, ça c'est une dimension métaphysique. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, dans la mise en scène que vous évoquiez, dans certaines entreprises comme Interface, etc., vous avez comme Ray Anderson, vous avez quand même quelqu'un qui a reçu un message que l'homme est en train d'abîmer la planète, que la planète est l'œuvre de Dieu, que nous sommes certes le régisseur en chef, mais que nous avons des droits et des devoirs. Et donc là, en l'occurrence, nous avons plus de devoirs que de droits parce que nous avons été un petit peu loin. Voilà, donc il y a toujours quand même un rattachement qui n'est pas très très loin avec la religion. Vous avez posé la question de savoir s'il y avait une montée en puissance du religieux dans l'entreprise. Moi, je peux juste vous donner ce témoignage, c'est que quand j'ai démarré les prospections, les rendez-vous prospectifs pour créer cette agence de notation, je n'étais pas du tout sous une manière religieuse. Donc ce qui m'intéressait, c'était cette partie... réduire une asymétrie d'information sur des éléments fondamentaux qui étaient bien dans le champ économique de l'entreprise, au sens création et partage d'une valeur. Mais on avait des discussions de temps en temps avec des patrons d'entreprise ou des patrons de fonds, d'asset managers. Et je peux vous dire que parfois, ça se passait de façon extrêmement froide, c'est-à-dire qu'ils ne savaient absolument pas de quoi je leur parlais. Et il est arrivé une fois d'être accompagné à l'ascenseur par quelqu'un qui voulait vraiment me raccompagner. Et au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je suis rentrée dedans. Il m'a dit j'aime beaucoup ce que vous faites, continuez. Et si vous voulez, on peut en discuter. Je suis un catholique pratiquant, etc. Et les portes de l'ascenseur se refermaient. Donc il y avait une façon un peu cachée il y avait du soutien, il y avait probablement des courants sous-jacents qui existaient, mais en tous les cas, ils ne s'affichaient absolument pas. Et quand j'entends aujourd'hui, et c'est vrai, je l'ai entendu d'autres sources, comme vous le dites, madame, qu'il y a de plus en plus, il y a une demande de comprendre comment la religion, la spiritualité peut rentrer dans l'entreprise. J'ai envie de dire, est-ce que c'est dans une logique de risque? C'est-à-dire, est-ce que ce sont j'appréhende, c'est un risque. Le fait religieux s'installe dans l'entreprise. Comment est-ce que je le gère? Mais plutôt dans une logique, comment est-ce que ça peut constituer... pour moi, éventuellement une menace? Ou alors, est-ce que c'est un levier, au contraire? Est-ce que c'est un levier qui va me permettre de travailler sur la cohésion sociale, sur le sens, parce que les temps sont extrêmement difficiles. On est quand même embarqué dans quelque chose qui est complètement inédit en termes de visibilité. Et donc, on a besoin de revenir à ces fondamentaux. Je n'ai pas la réponse, mais je l'observe aussi. Dans la partie, est-ce qu'on peut en fait conjuguer RSE et performance? Moi, j'ai été frappée de voir qu'une entreprise, peut-être que vous avez d'autres chiffres, mais quand j'ai voulu savoir combien de temps une action était détenue, parce que la démarche RSE dans une entreprise comme l'investissement socialement responsable, ça n'a de sens que sur le long terme. Le facteur temps, il est absolument crucial dans l'investissement socialement responsable. Et si vous détenez une action, comme j'ai eu ces chiffres-là, on m'a dit, mais une action en moyenne, elle est détenue 9 mois dans un portefeuille. Mais 9 mois. Alors c'est une moyenne, parce qu'il y en a qui sont 3 secondes après qui sont revendus, et puis il y en a qui sont détenus peut-être pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais 9 mois, je ne pense pas que vous pouvez asseoir vraiment un courant socialement responsable dans des logiques de court terme. Et donc faire valoir la création de valeur que vous pouvez créer à travers une démarche de RSE.
Donc il faut avoir le facteur temps en tête. Et pour moi, la RSE, par exemple, je vais donner un exemple précis qui me frappe. Quand il s'agit d'être dans des discours et dans des plaidoyers, c'est relativement facile, mais dans le dur. Vous avez parlé du handicap. Le handicap, c'est un miroir extraordinaire de notre capacité d'être solidaire vis-à-vis des plus fragiles. Dans le handicap entrant, l'entreprise est soumise à une loi, donc elle a un quota et 6%, et sinon en France, et sinon je verse une indemnité à un fonds de solidarité qui s'appelle l'AGFIP. Moi, je me suis beaucoup intéressée au handicap que fabriquait l'entreprise. Là, on est dans du vrai domaine de la RSE. L'entreprise fabrique du handicap. Et que fait l'entreprise face à ce handicap qu'elle fabrique, notamment dans des métiers comme le BTP, etc. Mais tous les métiers fabriquent du handicap. Eh bien, est-ce que je prends la peine d'avoir une approche managériale qui me permet de reclasser ces personnes, ou alors est-ce que je les mets dehors avec un beau chèque, ou je les mets dehors quand même, sachant que quelqu'un qui est lourdement handicapé par la maladie, par un accident de travail, ne revient que très rarement à l'emploi. Et là, on voit bien que tout le mot RSE, il prend son sens. Mais ça demande probablement des investissements, ça demande de la formation, ça demande donc de bousculer des habitudes, et ça demande de bousculer peut-être des lignes de productivité qui sont bien huilées. Donc vous voyez bien que là, on est dans le cœur de la RSE. Et combien peuvent aller aussi loin? Il y en a très peu. Un autre exemple sur la diversité. On va vous dire, mais la diversité, mais oui, pas de problème. Notamment, tenez, on va reprendre les entreprises du BTP qui disent, mais moi, la diversité, j'ai 80 nationalités dans mon chantier. C'est formidable. Ou dans l'hôtellerie. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, oui, mais combien il y en a qui vont passer de manœuvre, de manutentionnaire à chef de conducteur de travaux ou chef de secteur. Et là, vous vous heurtez sur le sujet de l'illettrisme. Et alors là, l'illettrisme, c'est un vrai beau sujet de RSE. Est-ce que c'est à l'entreprise, peut-être avec des partenaires de la société civile et l'aide de l'État, de prendre en charge une partie de la lutte contre l'illettrisme dans son périmètre d'activité pour dire des personnes qui sont assidues, qui sont douées, qui ont envie d'avancer, est-ce que je les aide ? Parce que l'illettrisme en entreprise, il se dissimule très bien. Les personnes développent des techniques de dissimulation pour pas justement être débusquées. Et vous voyez que là, on est bien dans la RSE. Combien d'entreprises vont assez loin? Là, on parle vraiment de la vraie RSE. Et je ne suis pas sûre que ça puisse se voir dans la performance, ou alors de quelle performance parle-t-on, et encore moins dans le cours de bourse. Mais probablement que ceux qui ont participé à cette aventure se sentent bien et se sentent peut-être plus respectés, mais c'est une question philosophique. Enfin, sur Veolia, environnement, bien sûr, si le patron n'y croit pas, ce n'est pas la peine. Moi, je disais ça à mes jeunes analystes en agence de notation, quand ils rechignaient en me disant on n'y arrive pas, le questionnaire, c'est trop flou, c'est compliqué, trop de marge d'interprétation, j'ai envie de dire... Mais finalement, observez le dirigeant, lisez ses discours, essayez d'avoir des indications sur son mode de management, sur son implication, les valeurs qu'il incarne, et vous serez déjà très renseigné sur entre guillemets, le pacte qui l'unit avec ses collaborateurs et avec l'ensemble de ses parties prenantes. Si le président n'est pas convaincu, on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Ce n'est en aucun cas une condition suffisante. Tout dépend de facteurs exogènes que vous avez très bien décrits. L'attente du conseil d'administration. Si le cours de bourse est devenu mauvais, probablement qu'on vous demandera d'avoir des discours un petit peu plus musclés qui remettent la question de la performance en devant de la scène. Donc oui, indispensable. Alors dans le cas de Veolia, ce qui est très bien, c'est que pour Antoine Frérot, ici même, il a tenu des propos sur le partage de la valeur et il a tenu ses propos aussi à plusieurs reprises. Donc il va sur ce terrain-là. Maintenant, il est encore trop tôt pour savoir quel fruit ça portera sur l'ensemble des collaborateurs. Mais en tous les cas, c'est accueilli très positivement.